Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló Mauvais Monde. Aujourd'hui, soupe à la citrouille. 107. 107. 107. J'ai lu quelque part que toutes les superstitions connues dans le monde se trouvaient rassemblées dans les Carpates. Comme si ce pays était le centre de quelques tourbillons des imaginations. S'il en est ainsi, mon séjour va être des plus intéressants. J'espère que votre voyage depuis Londres a été agréable et que vous apprécierez votre séjour dans mon beau pays. Votre ami Dracula. Les baies vitrées, tournois, autour du hall d'entrée, une parade, deux pullovers, défile à contresens, sur un modèle aléatoire. Assise au bar cocktail de l'hôtel, je classe les fuseaux horaires qui nous séparent par décalage régulier. Le temps réel n'existe plus. Je penche près de vous indéfiniment. Je penche près de vous. La musique, c'est je penche. Indéfiniment. Putain, je suis la trompette pas à côté. Bonjour, vous êtes sur Mauvaise Onde, Tiloche en français. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre antenne Véronica Varga, journaliste. Pas encore. Entouré d'acteurs. Voilà, entouré d'acteurs. 15 secondes. Mais par les temps qui courent, on sait plus qui est acteur, qui est journaliste. Actrice que je présenterai comme franco-hongroise maintenant. Oui, voilà. Exactement. Donc on va parler de ta carrière, de ton dernier film sur la vie de Simone Veil. Aujourd'hui c'est un petit peu une émission un peu spéciale parce que c'est notre retour sur la FM après à peu près un mois de silence. Alors exceptionnellement, on va boire une bière pendant l'émission. Après, On se le permettra jamais. après un petit mois de silence. Donc nous avons sur notre plateau aujourd'hui Roman Cariou qui travaille avec Vincent Liéger sur les questions de la décroissance. Vincent Liéger qui est essayiste justement. Travaille avec Roman Cariou sur les questions de la décroissance. Très bien. Nous avons Daniel Pseni, ancien journaliste au Monde. Salut à toi. Bonsoir, bonjour. Ok. Joël Le Pavou, journaliste français à Budapest, qui collabore entre autres pour le Courrier international, Le Soir et Le Temps. Salut à toi. Salut Guillaume, bonjour à tous. Et Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Salut à toi. Salut, moi aussi je suis un journaliste français. Journaliste français également. Acteur. Mais toi, t'es un vrai très sérieux. À vérifier. C'est pas ce que dit ici de l'OJM. Donc on va commencer également avec nous Fabien qui va nous faire ses chroniques spatiales. Bonjour à tous. Et au micro Guillaume Carré. Donc on va attaquer Salut, directement. Guillaume. Salut. Commençons directement avec les chroniques spatiales. Alors cette semaine ou ces 2 dernières semaines, il s'est passé plusieurs choses que je vais annoncer pour ces chroniques spatiales qui seront peut-être les dernières parce que dans les prochaines émissions, on va peut-être passer à une nouvelle formule où il y aura moins de chroniques spatiales, mais on va plutôt annoncer des événements culturels. Voilà, donc, Parce qu'il se passe plus de choses culturelles à Budapest que spatiales, mais bon. Ah, ils sont quand même. Donc tout d'abord, ça s'est passé le 25 octobre dernier. Alors on n'a pas pu trop le voir à Budapest, mais il y avait une éclipse de soleil
une éclipse partielle, mais qui a occulté quand même plus de 60% du disque solaire. Donc c'était cette semaine entre 11h et 13h. Alors il y a quand même eu quelques photos. J'ai vu notamment des associations d'astronomie hongroises qui ont pris des photos à travers les nuages, mais aussi des associations françaises, des gens qui ont des télescopes, des amateurs, etc., qui ont pu faire des choses. Alors il faut savoir que la prochaine éclipse de soleil sera le 29 mars 2025. Donc c'est pas pour tout de suite. En tout cas, en Hongrie. Il y aura eu la guerre. Bah, si on n'est pas atomisé Tu par parles de la Poutine, guerre nucléaire ou On sait pas. Plus proche de nous. Au moins, il y aura moins de pollution lumineuse, on pourra mieux voir. Voilà, parce que là, c'était particulièrement couvert. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien pu voir du tout. couvert de satellites, tu veux dire, on voit plus rien dans le ciel? Non, c'était couvert de nuages. Plus proche de nous, jeudi 18, du jeudi 18 au vendredi 19 novembre, il va y avoir une éclipse de lune, parce qu'en général, les deux sont liés. C'est-à-dire quand on a une éclipse de soleil, juste après ou juste avant, on a une éclipse de lune, parce qu'ils sont finalement plus ou moins synchronisés avec la Terre, à quelques jours, voire un mois de distance tout de même. Il y aura une nouvelle grève enseignante aussi le 18. Il y aura une nouvelle grève en naissance, ce sera l'occasion, peut-être qu'il va se passer des choses. En France ou en Hongrie ou dans les deux? En Hongrie, pour commencer. Voilà. Sinon, aux États-Unis, il y a eu un test de rover lunaire. Alors, j'en avais parlé dans des précédentes chroniques spatiales. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, développe en partenariat avec la NASA une sorte de rover qui ressemble un petit peu à un petit van. Et ils sont en train de l'utiliser à Black Point Lava Flow, qui est dans l'Arizona. Alors le but, ce serait de l'envoyer sur la Lune après 2025, c'est-à-dire après les premières missions Artemis, quand les États-Unis vont essayer de construire leur base lunaire. Bon. Donc pour l'instant, c'est juste une phase de test. Il y aura eu la guerre. Comme oui, ça marche pour tout la guerre. Après la guerre. Voilà. Alors, en Europe, une petite start-up qui s'appelle Space Cargo, qui est une start-up luxembourgeoise. Rien à voir avec Cargonomia, je précise. Voilà, rien du tout. T'as pas encore investi dans le domaine, c'est pour ça. C'est peut-être une filiale. De son côté, ils veulent développer une sorte de petite navette, mais une navette cargo, qui se base sur les travaux préalables de Cargonomia en vélo cargo, justement. comme E.T. En fait, ils ont récupéré les plans de l'ancienne navette spatiale Hermès, qui n'a jamais volé, puis des développements ultérieurs, c'est-à-dire l'IXV et puis le Space Rider, qui volera un jour, peut-être, si ils sont financés. En tout cas, ils ont récupéré plus ou moins les plans et ils ont créé leur propre navette qui s'appelle Rev One. Et ça ressemble à une petite navette, une sorte de petit container rond, on va dire. Et ils prévoient de faire des expériences dans l'espace en biotechnologie et après de commercialiser tout ça parce que c'est une société privée. Ça va être une rêve partie alors. C'est un business comme un autre. Ouais. Donc, sinon, au niveau des autres informations, il va y avoir le décollage d'une fusée Ariane 5 ECA+. C'est le 259e lancement de fusée Ariane 5 depuis le sport spatial de Kourou. Il va envoyer 3 satellites de Meteorsat, donc des satellites météo, et également Galaxy 35 et 36 qui sont des satellites de communication, autrement dit de la 5G, pour les États-Unis. C'est pas cancérigène ça, la 5G, hein, non? Pas plus que la 4. Non, pas plus que la 4. Voilà. Mais moins que la 6. Et par rapport au centre spatial de Kourou, la future fusée spatiale européenne Ariane 6 est enfin montée. Par contre, son lancement ne sera que l'année prochaine pour un lancement de test. Donc il va peut-être y avoir une sorte de trou au niveau européen, au niveau des lancements commerciaux. Et probablement que SpaceX va en profiter pour lancer une ribambelle de lanceurs. J'ai regardé un petit peu la liste des lancements. SpaceX s'occupe d'un petit peu de tout. Ils ont même dépassé les autres lanceurs commerciaux au niveau mondial, au niveau du type de lancement. Voilà. Au niveau des autres lancements, aujourd'hui, de Jiangquan en Chine, il va y avoir un gros lancement. C'est une fusée Shiwan 20C. Qui va envoyer un cargo vers la station spatiale chinoise qui est en plein développement. Alors il faut savoir que la station spatiale internationale, la nôtre on va dire, elle on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire après 2025, mais celle chinoise est en plein développement actuellement. Donc, voilà. Au niveau des lancements ultérieurs, il y a notamment la mission Artemis 1, donc, qui signera le retour des Américains sur la Lune, qui va partir le 14 novembre, a priori à vide, mais la fusée qui emportera des Américains, ce sera un petit peu plus tard, probablement. À vide en un mot ou en 2 mots? Vide. Ah d'accord, okay. Voilà.
Au niveau des autres petites brèves, la sonde InSight, qui est une sonde fixe sur Mars, a repéré 2 énormes impacts sur Mars. Alors, ils pensaient que c'était des tremblements de terre, mais a priori c'était des vrais impacts d'astéroïdes qui sont tombés. Il n'y a pas de tremblement de terre sur Mars, mais bon, tu fais... Si, il y en a des tremblements de Mars. Ouais. Des tremblements de Mars. Ah, justement, c'est fin. Depuis qu'il y a la sonde InSight, on sait qu'il y en a, même s'ils sont très fins, beaucoup plus petits que sur Terre. Mais il y a des tremblements de Mars, justement. Exactement, c'est ce que je dis. Voilà. Pas de Terre. En tout cas, là, c'était 2 impacts d'astéroïdes qui ont lieu le 27 octobre, qui ont fait des cratères de 130 et de 150 mètres de diamètre, donc quand même assez gros, qui ont été tout de suite vus par la MRO, c'est-à-dire le Mars Reconnaissance Orbiter, un satellite qui tourne autour de Mars. C'était peut-être des drones russes qui se sont égarés. Ah bah peut-être. Non, mais je pense que c'est les débuts des travaux pour envoyer Twitter sur Mars, qui serait une bonne nouvelle pour toutes et tous. Voilà. Sinon, des dernières nouvelles, le radiotélescope Arecibo qui s'était écroulé il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, c'était une sorte de télescope qui était à Porto Rico. On se rappelle pas vraiment, mais alors, peut-être dans les films. Dans X-Files, ils en parlent. Dans X-Files et dans James Bond également, 007, il fait une course-poursuite sur le télescope. Donc c'est un télescope qui est au sol, dans la forêt équatoriale. Et le télescope en lui-même est suspendu sur des câbles. D'accord. Alors là... Voilà. Bon, en tout cas, il ne sera pas reconstruit. Malheureusement, la NSF, qui s'occupe des investissements, qui est une société américaine, a dit que voilà, il n'y aura pas de sous. Ils vont transformer le site en centre d'éducation, mais a priori, il n'y aura plus de recherche fondamentale. Comment ça, c'est une prise en politique ou c'est ça, l'éducation. C'est ça, c'est un concept d'enfant de ta jaquette. C'est vieillissant, ça s'appelle l'entropie. C'est comme une civilisation, au bout d'un moment, ça s'éteint. Voilà, mais je crois que ça coûtait un peu trop cher pour eux, et du coup, ils n'ont pas voulu reconstruire. C'est ballot. Ok, très bien. Voilà. Donc, sinon, je vais faire un petit point aussi sur les sources, parce que si c'est les dernières, finalement, les dernières chroniques spatiales, habituellement, je prends mes sources spatiales de différents horizons. Il y a tout ce qui est médias, on va dire mainstream, c'est-à-dire Futura Science, Tom's Guide, etc. Pour toi, ça c'est mainstream. Okay. Ah, c'est mainstream, donc c'est très très général. En général, il y a quelqu'un qui dire Courrier d'Europe centrale. On est plus terre à terre que ça. Au fur et à mesure des chroniques, parce que là, ça fait près de 2 ans. Ça fait 2 ans et demi. Maintenant, je vais plutôt récupérer mes informations directement à la source. Alors, soit via les associations d'astronomie locale. Ah, je pensais au Rigaud, Riposte, tout ça. Quoi. Donc, il y a le Baconnier Diachulette, Chilagasati et Diachulette qui est toujours assez actif. Il y a aussi les différents observatoires, que ce soit celui de Matra ou celui qui est à Jvabhei. Et d'ailleurs, à Jvabhei, en fait, il y a eu une fête, soirée astronomie et bière la semaine dernière. On n'était pas invités. On n'était pas invités. C'est bizarre, on n'est pas invités. Tu oublies de les citer dans tes sources et du coup, on n'est pas invités. Ils ne sont pas invités à Tiloge. Voilà. Au niveau des tirs spatiaux, c'est mieux d'aller directement sur les sites spatiaux, genre, c'est-à-dire le Centre spatial guyanais, Roscosmos et compagnie. Roscosmos, oui, tu parles russe, j'avais oublié. Roscosmos. Ouais. Non, mais ils ont une page en anglais aussi. Bien. Ils parlent russe, mais à chaque fois, ils écorchent les noms russes. Ah oui, c'est vrai. Voilà. En fait, je vais vous poser une petite question sur la fin. Alors, peut-on arrêter le temps ? Au moins pendant c'est une question philosophique. Vous avez dit une question physique également. J'avais posé l'année dernière. Moi, je dirais. Roman, t'es ingénieur, tu poses sur ces questions-là. Quelle est ta réponse ? Est-ce qu'il y a une machine à arrêter le temps ? Non, c'est une question binaire. La machine à remonter le temps. Je sais qu'on peut créer des conditions, on va dire. On avance plus vite dans le temps. Non, mais dans certains centres de recherche, dans les accélérateurs de particules notamment, on peut recréer les conditions dans lesquelles, de l'univers fondamental, donc avant le Big Bang, et on peut comprendre en fait ce qui se passait, comment la matière ou l'absence de matière, je sais plus trop ce que c'est, se comporte. Je sais pas si ça revient à arrêter le temps, mais en tout cas c'est recréer les conditions dans lesquelles notre temps actuel n'existait pas encore. N'existait pas quoi. Dans les dents, Fabien. Tu pensais nous piéger là ? Je pensais qu'avec le professeur Fabien, t'écoutes. Donc Roman qui travaille avec moi sur la décroissance. Pas perdre ton temps à faire des légumes, avoir les pieds dans la terre. Non, moi je pense que c'est Roman qui va faire les chroniques spatiales maintenant. Non, je pensais à quelque chose de beaucoup plus léger en fait.
Cette nuit, entre 2h et 3h du mat, il sera toujours la même heure pendant qu'on dansera sur la piste de danse. Exactement, on va changer. Donc merci Roman pour ta contribution, tu t'es planté d'émission. Effectivement, on change d'heure cette nuit, donc demain matin, le Fab Mix, où je vais faire un petit mix de DJ. N'aura pas lieu, puisque. Peut-être que vous pourrez l'écouter du coup, parce que ce sera une heure plus tard. Ah oui, c'est bien, on a une heure. Donc c'est tes filles qui vont être contentes, elles pourront dormir une heure de plus demain matin. L'une des deux va venir. Donc c'est une heure de plus de teuf pour nous ce soir, quoi. On peut le prendre comme ça aussi. Mais sinon, effectivement, le temps, a priori, n'est pas un flux tendu comme nous on pourrait l'imaginer. Le temps ne fait rien à l'affaire. C'est pas ce qu'ils disent en bourse, le temps. C'est pas ce qu'ils disent en bourse. Toute chose étant égale par ailleurs, le temps c'est de l'argent, donc c'est exactement ça. Plutôt qu'on est dans les événements, en fait, vu que demain il y aura le Fab Mix, jeudi 3 novembre, donc il y aura une nouvelle petite fête Tiloche. Ouais, petite fête Tiloche à Aurora à partir de 8h. Sans prétention. Voilà, donc c'est Aurora à 11. Venez tous acheter les t-shirts et les plus cendriers de micros Tiloche. pour le karaoké la prochaine fois, parce que on se battait avec Corentin pour le micro et on était un peu limité. J'ai pas bien compris, c'est nous les tauliers de c'est ça, quoi. L'émission. Alors, pour tous les fans de Jean-Jacques Goldman, venez. Il y aura un karaoké. S'il y a plus de micros, parce qu'on est contre la société des écrans, quoi. Voilà. Et qu'on connaît les paroles. On n'a pas besoin, quoi. Donc la soirée sera à partir de 20h, a priori jusqu'à minuit, mais la dernière fois ça c'est jusqu'à 2h30 en fait. Ça s'est un petit peu rallongé. Est-ce qu'on pourra descendre dans les caves cette fois-ci, parce qu'il y a un niveau son ça prévu dans la cave, non? Alors a priori il y aura un concert en même temps comme la dernière fois. Ah bah ouais, donc pas de cave, désolé. Ouais, pas de cave. C'est possible d'aller voir le concert. Ah mais c'est super. Ah non, vous allez pas voir le concert, vous restez à la fête Tiloche, quoi. Ça fait des allers-retours. C'est Corentin, Joël et moi le concert. Le problème c'est qu'on peut pas remonter. Oui, par contre c'est vrai. Voilà. Et le temps ne peut pas être monté, c'est pareil. Okay. Donc si pour trouver Aurora, en fait, c'est au numéro 11 et c'est juste à côté de Machoudékianoche par le Papater, c'est-à-dire ex-que Starcha Chacter. Vous donnez Non, c'est près de Téléquiter. Bla, c'est pas loin de Bla. Non, c'est beaucoup plus loin, Téléquiter. Non, Téléquiter, oui, c'est plus loin. Non, c'est juste à côté de pas loin de Bla. C'est Bla, et après vous faites Google Maps et vous vous démerdez. Vous regardez un grand drapeau arc-en-ciel. Voilà, si vous trouvez le drapeau arc-en-ciel. Si la porte est fermée, vous sonnez, il y a quelqu'un qui vous ouvre. Avec une bière. Sinon, le 10 novembre, il y aura Géraldine, c'est-à-dire 5h13, qui va faire une présentation de sa BD. Ça aussi, c'est une petite info que je voulais dire parce que je l'avais accueillie durant le Fab Mix. Elle avait même chanté une chanson dans le studio. Ce sera le 10 novembre à l'Institut français. Et on va mettre une musique, pour terminer, une musique de Boogie, du nouvel album Fragilité qu'elle a sorti jeudi dernier. Dont la préparation des chansons en français ont été faites avec Laurent Winkler, qui est l'un Salut Laurent. C'était vraiment une dernière chronique spatiale. Eh ben, Fabien, un grand merci. On te fait un gros bisou. Gros bisou pour ta chronique. Mais tu restes parmi nous. Voilà. Tu restes, tu te sauves pas, on te tient. On va s'envoyer en l'air. Quelques petits pas, rien dans nos bras. On ne s'aime pas sans briser nos froids. Quelques solitudes restent nos habitudes. Il faudrait changer. Quel drame qui tue. C'est la fragilité de l'âme. Sans peur, sans larmes, c'est l'âme, c'est on joue de la balance, on est impatience. Quelques solitudes et restent nos habitudes. Il faudrait changer. Quel drame qui tue. C'est la fragilité de l'âme.
êtes sur Tiloche Radio 90.3. Vous écoutez l'émission Mauvaise Onde de Tiloche en français. Avant de commencer sur Véronica et ta carrière, juste un petit mot rapide sur le mouvement des enseignants qui apparemment n'a pas l'air de s'essouffler. Non, effectivement, pour ceux qui s'intéresseraient à ce qui se passe et qui ne seraient pas forcément en Hongrie, je vous invite à réécouter l'émission précédente où nous avions parlé avec Katalin Törley et avec Zsuzsa Berkesi, donc enseignante de français, qui expliquait à quel point la situation de l'éducation nationale va bien au-delà du malaise, on va dire, pas seulement la rémunération assez catastrophique des profs, mais aussi les conditions d'exercice en Hongrie. Il y a eu une grande manifestation le 23 octobre, donc dimanche dernier, jour de la commémoration de l'insurrection anti-soviétique de 1956. Alors 80 000 personnes sont les organisateurs, à voir combien ils étaient réellement, mais en tout cas c'est vrai que la mobilisation a été massive. Ce jeudi, il y a eu une chaîne humaine de plus d'une dizaine de kilomètres qui s'est déployée dans Budapest, donc qui a fait vraiment le tour, quasiment comme le tram 4-6, voilà, entre Buda et Pest, et dans une ambiance très festive. Dans une ambiance effectivement très festive. Et le mouvement se poursuit et normalement il y a une prochaine journée de grève qui est prévue, si mes informations sont bonnes, le 18 novembre, et le 26 il y aura encore une grève nationale accompagnée d'une consultation nationale, donc référence à la consultation sur les sanctions contre la Russie qui a été lancée par le gouvernement Orban, et donc une consultation nationale ou une fausse consultation nationale sur la place Cauchot, donc la place du Parlement, et là aussi on peut s'attendre à une mobilisation extrêmement importante. Donc autre chose à souligner, c'est que pour la première fois le gouvernement fait un geste entre guillemets, puisque le 7 novembre il y aura une rencontre qui est prévue entre le secrétaire d'État à l'éducation nationale, enfin à l'instruction publique, Zoltán Maruja, et les principaux syndicats enseignants, donc affaire à suivre. D'accord. Et Daniel, toi tu étais présent à cette chaîne humaine jeudi matin, qu'est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu que c'était très impressionnant encore, puisque c'était pas la première, mais ce qui est à noter quand même, c'est que c'est un mouvement très très large, avec des enseignants, des parents, des lycéens et des étudiants, et que tout ça fait une grande chaîne effectivement de mobilisation avec les mêmes mots d'ordre, pas de prof, pas d'avenir, et qui sont a priori, quand on est dans la rue, très applaudi entre guillemets par des klaxons, par les voitures, quoi. Donc il se passe quelque chose. La grande question, c'est et après. Et après, y compris en province. Et on a vu, il y a une image qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux là depuis hier et ce week-end. C'est au lycée Hermann Otto à Miskolc, qui est justement des lycées en pointe dans la mobilisation en province, et où l'on voit en fait le slogan "Demain qui enseignera", pour dire à quel point il y a une crise des vocations dans le monde enseignant, et on voit que il y a les profs qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, ou qui dépassent la cinquantaine, et on voit que les profs qui ont plus de 40 ans et plus de 50 ans sont ultra majoritaires. Dire à quel point le parcours d'enseignant malheureusement n'est plus séduisant aujourd'hui en Hongrie, non seulement à cause des salaires qui sont extrêmement bas, mais aussi des conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. D'accord. A priori, dans 2 semaines, nous allons faire une émission spéciale sur la jeunesse hongroise, donc avoir 20 ans sous Viktor Orban. Donc on reviendra sur ce sujet, et peut-être qu'on aura parmi nous des lycéens qui voudront témoigner en français, quoi. Très bien. Vas-y, fais péter. Bon. Très bien. Bon, on passe du coq à l'âne. Qui est là Le coq français. Qui veut changer d'âne? Le coq est français, ça on le sait. Le coq sportif. Voilà. Donc Véronica, merci d'être avec nous de nouveau. Donc on va parler de ton dernier film où tu as un rôle dans le film sur la vie de Simone Veil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière pour commencer? Tu as commencé en Belgique, tu as continué en France, et maintenant tu es de retour en Hongrie. Tu peux nous te présenter un petit peu? Oui, en gros, moi je suis hongroise de Budapest, mais j'ai fait mes études de théâtre après mon bac d'abord à Bruxelles, j'ai fait le conservatoire,
Et comme j'étais pas prise ici à l'école de théâtre, en fait, l'idée m'est venue de présenter le concours là-bas. Et je voulais toujours revenir ici avec mon diplôme d'acteur. Sauf qu'en deuxième année au conservatoire à Bruxelles, mes profs me disaient il faut que tu présentes Paris. Donc du coup, j'ai présenté le conservatoire de Paris sans y avoir cru vraiment. Et en fait, j'ai été reçue dans cette école. Et je l'ai commencé, toujours dans l'idée que j'allais revenir, mais j'ai fait 3 films en deuxième année. Et donc du coup, je suis restée là. Après le conservatoire, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et j'ai tout fait toujours en français. Et j'ai toujours essayé de toquer à des portes ici en Hongrie. Mais ce milieu était très fermé. Dans le temps, en fait, avant Vojna, les acteurs qui faisaient pas le schéma, le trajet officiel, conservatoire, un contrat, un théâtre, l'été on tourne, si tu avais pas ce parcours, c'était pas, t'étais un peu hors des clous. Et plus je disais des choses énormes, style, j'ai fait un premier rôle avec Philippe Noiret, plus j'avais l'impression que c'était, pas que j'étais un mytho, mais presque, c'était énorme. En tout cas, pas du tout. Bref, je n'ai pas réussi à revenir. Et avec Vojna, ça a beaucoup changé, parce que Vojna a amené quelque chose dans le métier qui a fait que les gens étaient plus curieux. C'est là aussi où les gens tournaient avec des amateurs, quelquefois avec des nouveaux visages. Et c'est là où j'ai réussi, grâce à un ami qui s'appelle András Muhi, un producteur de cinéma en Hongrie, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. J'ai fait un premier petit rôle dans le film de Tóth Barnabás, Akik maradtak, Vidákné. C'est la première fois qu'on m'a proposé un personnage négatif, dur. On m'a toujours proposé d'autres sortes de personnages. Et j'ai fait ce film, et après j'ai fait en 2 ans 7 tournages ici à Budapest. Beaucoup de films hongrois, 2 avec des Américains et un film français. Et ça, par contre, ça m'est jamais arrivé de décrocher un rôle pour un film français ici. Et j'étais en train de faire un long métrage, l'équivalent de la FEMIS, une classe sortante, un projet complètement loufoque avec des extraterrestres, un truc super qui s'appelle Ur-Picnic, Garbage Theory. Et en fait, pendant ce tournage, un casting m'a dit je peux pas te dire qui réalise ce film, il y a un film français qui vient, est-ce que ça t'intéresse de faire un casting? M'a dit je peux pas te dire qui réalise ce film, il y a un film français qui vient, est-ce que ça t'intéresse de faire un casting pour plusieurs petits personnages de 1 jour? Et j'ai dit bien sûr. Donc j'ai fait 3 castings pour des petits personnages de 1 jour. Et apparemment, ça lui a beaucoup plu à Olivier Dahan et à son équipe. Et ils ont réécrit le scénario et ils ont assemblé ça dans le même personnage, qui est devenu un personnage de 3 jours et puis finalement de 6 jours. Donc j'ai tourné avec eux 6 jours. C'est la première fois où je retrouvais en fait une équipe française qui était très particulier, parce que les gens ils me disaient mais attends, mais t'es française ou hongroise, je comprends pas parce que tu parles très bien. Je disais mais en fait je vis à Paris, mais donc du coup il fallait que je leur explique. Et donc du coup j'ai fait 6 jours avec eux. On a commencé les 2 premiers jours à Börund, qui est entre le lac Balaton et je pourrais en parler pendant des heures, donc j'essaie de faire des synthèses. Parce tu auras 30 minutes. Oui, alors non, Börund c'est l'arrivée des trains en fait. Oui. On a fait 2 nuits là-bas avec 400 figurants. Oui, en fait, il faut rappeler au public que c'est le contexte. Alors, oui, donc du coup, c'est le film sur la vie de Simone Veil, donc par Olivier Dahan. La politique, pas la philosophe, je précise pour ceux qui connaissent aussi. Il y a 2 Simone Veil, tout à fait. Donc, fait par Olivier Dahan, qui a déjà fait un film sur Edith Piaf et aussi sur Grace Kelly. J'ai su que Olivier, il était un peintre, et c'est de là, en fait, je pense, ces biopics des portraits de femmes qui sont faits par des touches. La narration éclatée, donc pas du tout linéaire, et on retrouve ça donc pour raconter cette vie qui est quand même énorme, parce que Simone Veil, tout ce qu'on connaît d'elle, de la dernière phase de sa vie,
En fait, elle a été déportée, elle a eu une vie absolument incroyable. Oui, donc, rappelons, donc, elle était juive en fait. Oui, et, elle a été vivant à Marseille. Hein, elle était à Nice en fait. Elle est née à Nice. Elle a été le jour de son bac, c'est très beau. Ouais. En fait, elle a écrit ses mémoires. Et donc, où elle raconte tout. Elle a été donc déportée, elle avait 16 ans, avec toute sa famille, son frère et son père dans un autre wagon, elle, sa mère et sa sœur dans un autre, son autre sœur pas avec eux. Et en fait, donc elle part, on était dans le même wagon, enfin mon petit personnage qui s'appelait Olga. Et donc du coup, dans la vraie vie, elles arrivent, ces 3 femmes. La maman, elle vient de se faire opérer, donc elle a une cicatrice qui est assez fraîche. Et les 2 filles font bloc avec leur mère. Et en fait, il reste 1 an de déportation. Et la maman, elle meurt en fait quelques jours avant la libération, elle a de typhus. Et elle traverse ça d'une manière absolument inracontable. Alors moi, j'ai un peu du mal à parler de ça parce qu'en fait, je m'en veux un peu, mais pour moi, c'était un traumatisme ce tournage. J'ai pas vu venir ce petit personnage. Je connaissais bien sûr, j'ai appris, j'ai vu. Mais je l'ai très mal vécu. Le 2e jour, donc on s'est retrouvés à... Ton rôle, c'était surtout dans le camp d'extermination. Ah oui, c'est que ça en fait. Mon personnage, elle arrive avec un bébé dans le wagon. Elle s'appelle Olga. C'est une aristocrate polonaise. À son arrivée, son bébé lui a arraché et en fait, elle suit cette bande où il y a donc la mère, les 2 filles, il y a Ginette, il y a Kolenka, il y a Marceline, toute cette bande. Et en fait, Olga fait partie de cette bande. Et donc le premier jour, on se retrouve dans la nuit là-bas avec 400 figurants à peu près. On est à peu près à 500 sur le plateau. Et il fait -8, enfin, c'est assez costaud comme tournage. Le 2e nuit, c'était la scène où on devait m'arracher le bébé. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de dépassements et on ne savait pas si on allait le tourner ou pas parce qu'on n'avait pas le temps. Et puis finalement, il y a eu plein d'histoires parce que l'électricité a sauté à 3h du matin. Et on devait tourner jusqu'à 3h et on s'est retrouvés dans le noir. On était 500 dans le froid. Et donc on a attendu pendant je sais pas combien de temps. Et finalement, on me dit « Non, Véronica, on va pas tourner cette scène parce qu'on n'a plus le temps. » Donc je repars avec un assistant. Et puis finalement, en fait, on me dit « Non, Olivier, il veut tourner la scène. » Donc je reviens. Et on l'a improvisé avec 2 caméras. Mais il se trouve que c'était pas du tout réglé. Donc on l'a fait comme on a pu à l'arrache. Et je m'en suis cassé un doigt parce que bêtement, j'ai tapé sur le dos de ce SS où il y avait une ceinture, enfin une espèce de boucle, et c'était pas non plus. Mais il se trouve que j'ai fait le reste avec un doigt cassé. Oh là là. Et c'était pas joué par notre ami Nicolas ou Ambrouge qui joue souvent dans les films Budapestois aussi, mais en tout cas c'est bien de taper un SS même si on se casse. Non mais c'était hyper violent parce que c'est une scène, même si tu l'as pas réglée, tu peux pas jouer à demi-ton. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu peux pas jouer à moitié. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui est très particulier, c'est que je m'entendais bien avec la chef costumière qui s'appelle Gigi Lepage. Et elle m'a passé en fait un document de Lily Jacob que vous devez connaître. Lily Jacob, c'est une fille qui se fait déporter en fait à 18 ans avec sa famille et en fait elle va à Libération en fait. Il y a eu un miracle par rapport à elle, c'est qu'elle trouve dans une baraque de SS un document de plusieurs centaines de pages de photographies qui est le seul document photographié des arrivées de train. Et en fait, c'est une fille qui après, elle va épouser un homme, elle va habiter aux États-Unis. Donc plein de gens vont essayer d'aller la voir pour voir, parce qu'elle va retrouver les photos de sa famille. Et maintenant, ce document qui est unique, en fait, il est au musée de la Shoah à Jérusalem. Et Gigi m'a passé ce document et je me suis plongée dedans.
Et pour moi, c'était un choc. Enfin, je sais pas comment vous dire, parce que nous, quand on est acteur, on plonge dans quelque chose qui est bien sûr reconstitué. On n'a pas la prétention de dire qu'on a vécu quoi que ce soit. Mais enfin, en tout cas, on est des éponges, on travaille avec nos émotions et on glisse dans quelque chose qui est racontable, hein, juste. Et c'est vrai que moi, j'ai mis vraiment du temps à sortir de cette histoire humainement. Ça m'a beaucoup touchée. Et je suis très heureuse parce que j'ai vu le film, il est très beau. Et je trouve que on ne peut pas, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas filmer les camps et que c'est amoral, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire quelquefois. Mais on ne peut pas raconter la vie de Simone Veil sans raconter sa déportation, parce que et d'ailleurs le film raconte très bien que c'est fondateur en fait. Et c'est assez beau parce que en fait mon petit personnage, c'est un petit personnage, donc on a toujours, quand on fait des petits personnages dans une très grande histoire, on peut quelquefois penser que au montage final, quand tout se resserre, ça peut être... Mais ça a été laissé. Ce personnage, Simone Veil en parle en fait dans ses mémoires. Et le jour de la sortie, il y a eu dimanche soir un reportage sur le film, et il y avait Ginette Kolenka qui a été invitée. Et en fait, elle a parlé de ce personnage. Parce que, en fait, ce personnage-là, donc, c'est une aristocrate polonaise. Et c'est une très belle scène, en fait, qui a été faite avec Rebecca Marder. Et donc, Simone, jeune, comme les deux filles épaulaient leur mère, elle voulait absolument lui trouver une cuillère. Donc, elle part, en fait, au fin de fond des camps pour trouver une cuillère à sa mère. Et elle va voir cette femme. Et en fait, cette femme, elle n'a pas trouvé de cuillère, mais elle a trouvé quelque chose qu'elle veut donner à Simone et à son amie, Ginette. Elle a récupéré 2 vêtements très jolis, plein de couleurs, au Canada, qui est le tas de vêtements, des vêtements qui étaient récupérés. Et elle donne ça. Et en fait, les deux, Simone Veil et aussi Ginette Kolenka, racontent que pour elle, c'était une bouffée de vie. Une bouffée de vie... dans une noirceur, dans l'horreur de récupérer 2 vêtements pour ces jeunes filles de 16 ans et 17 ans, c'était... Excuse-moi Véronica, je me dis pour nos éditeurs hongrois qui ne connaissent pas forcément Simone Veil, tu peux nous rappeler en quoi elle a marqué l'histoire Simone Veil, elle a marqué l'histoire par rapport à la loi de 74. Oui, l'avortement. Qui malheureusement se réinvite dans les débats dans beaucoup de pays aujourd'hui. Malheureusement, et c'est en France aussi, il y a une proposition de la faire rentrer dans la Constitution qui a été rejetée par le Sénat. Donc c'est pas totalement acquis cette affaire. Il y a l'interdiction de l'avortement, je crois, dans 13 États américains, me semble-t-il, ou 12, un truc comme ça. Mais voilà, la fin de l'arrêt Roe contre Wade. Et le droit à l'avortement a été révoqué, exactement. Voilà, révoqué, oui, pardon. Et aussi en Hongrie. Oui, en Hongrie, avec ce qu'on appelle le Szívhangrendelet, donc le décret battement cardiaque, qui oblige, enfin en tout cas la loi préconise que les médecins doivent faire écouter le battement du cœur, enfin doivent pratiquer donc qu'on appelle ça une échographie, donc faire écouter le battement du cœur aux femmes qui souhaitent pratiquer une IVG, effectivement. Daniel Oui, par rapport à ce que disait l'histoire que racontait Véronica, l'histoire de Simone Veil, elle est passionnante parce que il y a ces 2 femmes aussi à ses côtés. C'est donc Ginette Kolenka, qui est, entre parenthèses, la maman de Richard Kolenka, le batteur du groupe Téléphone, et Marceline Loridan. Et ces 3 femmes ont eu des destins complètement différents, alors qu'elles ont vécu le même enfer. Et d'un point de vue politique également, c'est-à-dire que Simone Veil est devenue une centriste, disons, de droite. Giscardienne. Mais Marceline Loridan était une grande militante de gauche, à faire des documentaires sur Chris Marker, avec Chris Marker. Et Ginette Kolenka, elle porte la parole maintenant, c'est la dernière survivante, elle est dans les écoles, elle a 94 ans, je crois, et elle est
toujours sur les routes dans les écoles pour faire raconter la mémoire. Et simplement par rapport à Simone Veil, c'est cette trajectoire qui est assez passionnante, parce que il faut se remettre dans les années 70, qui était quand même très compliqué, post-68 tard, c'est-à-dire que avec une droite très revancharde, et avec un Jacques Chirac qui était un homme politique qui a vécu pendant des années, on peut dire une escroquerie, puisque de fait il a vécu par la République, c'est-à-dire il a jamais payé un centime de repas, de logement, d'impôts et autres. Et bon, il a quand même pris des gens dans son gouvernement à l'époque, en 74, avec Giscard d'Estaing. Il y avait Françoise Giroud aussi, qui était la directrice de l'Express. Ouais. Et donc, de confier à Simone Veil cette loi pour faire passer l'avortement à l'Assemblée nationale. On peut regarder sur YouTube, mais il y a des moments où elle est insultée, elle se fait confier par les gens de droite de son parti. C'est-à-dire que malgré tout, il y a eu en France cette bascule avec une politique de droite très forte, très revancharde, et de l'autre côté quelque chose de très libéral et qui a amené, sur un pays des droits de l'homme, qui était une revendication des années précédentes et qui a été portée par Simone Veil d'une façon mais très très forte, dans le sens où c'est elle qui l'a incarné, qui l'a porté et qui l'a fait voter, comme on peut parler de Badinter pour la peine de mort. Et c'est quelque chose de fondamental. Alors, je n'ai pas vu le film, je suis désolé. Mais c'est quelque chose qui a duré plusieurs mois, en fait. Exactement, de novembre à janvier. Et elle racontait souvent qu'elle en a été très très meurtrie après, parce qu'il y avait des attaques antisémites en plus. Mais c'est raconté dans le film. C'est raconté dans le film, et c'est quelque chose qui l'a marqué. Je pense que c'est presque la chose qui marque le nom de Simone Veil, en fait. Mais pour préciser, en ce moment où on vit une confusion politique entre ce qui est de droite, de gauche, les faux événements, les fake news, la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'elle et eux, on savait très bien où ils étaient, mais en même temps, il y avait un vrai débat politique, alors avec les excès qu'il y a eu, qu'on connaît vis-à-vis d'elle, à son encontre, mais de l'autre côté, il y avait des réformes de société qui étaient très importantes. Mais c'est aussi à partir de 68, je pense, après c'est 71, les 343. Le manifeste des 343, c'est ça. Et donc du coup, c'est un mouvement en fait qui va à partir de un aboutissement. Mais le rôle de Simone Veil a été fondamental, et qui se rapporte justement à la guerre, à la résistance, et du fait à ce positionnement qui était en gros centriste, mais qui était tout à fait intéressant et respectable surtout. Oui. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant au-delà même de cette lutte de longue haleine pour l'introduction, ou en tout cas du droit à l'IVG en France, c'est que Simone Veil elle a été la première présidente du Parlement européen au moment des élections de 79, donc qui étaient les toutes premières élections européennes. Et là aussi, c'était dire à quel point elle avait acquis une renommée, une aura qui va bien au-delà de la femme qui a instauré, ou en tout cas permis l'instauration du droit à l'avortement en France. Et c'est vrai que elle a tout au long de sa vie été une fervente défenseur de la cause féministe, du droit des femmes, des droits de l'homme de manière générale. Et c'est vrai que on va dire que ce film-là, qui arrive, je crois, il me semble qu'elle est décédée il y a 5 ans, en 2017, un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Tombe à point nommé justement pour parler du rôle de cette femme qui est vraiment entrée dans l'histoire en France, quoi. Voilà. Il arrive d'autant plus à point nommé que beaucoup de ces combats sont aujourd'hui remis en question de manière extrêmement violente, et quand on parle des attaques qu'elle subissait dans les années 70, ça nous rappelle aujourd'hui un peu l'hystérie collective, avec un déferlement de haine dans tous les sens sur beaucoup de sujets d'actualité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias. On imagine ce que ça aurait été s'il y avait eu des réseaux sociaux à l'époque. On peut même se poser la question, est-ce que Badinter et Simone Veil auraient été possibles au moment où c'était, s'il y avait les réseaux sociaux tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, sachant que les réseaux sociaux ne sont en aucun cas des outils de démocratie délibérative, quoi. C'est plutôt des porte-paroles des personnes les mieux organisées et les plus haineuses qui gagnent en visibilité dans ces situations-là. Véronica, tu parlais justement de la dureté du tournage, ou en tout cas de ce que tu as vécu toi personnellement comme un traumatisme. Est-ce que tu dirais que c'est l'une des expériences de cinéma les plus compliquées que tu aies pu avoir depuis le début de ta carrière, une trentaine d'années, quoi? Pour moi, c'était le plus douloureux, oui. Ouais.
J'ai eu d'autres difficultés sur Le Roi de Paris, qui était mon premier rôle, aux côtés de Philippe Noiret et plein de grands acteurs, où j'étais au 2e année en conservatoire et j'ai jamais fait de cinéma, si ce n'est que Émilie Muller 2 jours avant, mais que je connaissais pas très bien. J'étais un peu jetée dans les eaux profondes et je pataugeais. Donc du coup, il y avait une pression, en fait, une sorte de responsabilité quand on a ce genre de rôle. Mais en tout cas, dans ce que j'ai pu vivre, enfin, vraiment la meilleure image, je pense que on est des éponges, nous les acteurs, on travaille avec des émotions, et quand on fait ce genre de travail comme ça, c'est une espèce on glisse dans cette reconstitution, et pour moi c'était extrêmement douloureux. En fait, c'est incroyable parce que pendant des semaines après, j'avais du mal, et même quand j'ai revu le film, arrivé la première image du wagon, il y a mon cœur qui s'est mis là-bas, j'avais l'impression qu'on replongeait dans ce que j'ai pu. Alors bien sûr, c'est que j'ai eu 2 heures de maquillage, on pourrait à peine me reconnaître. Mais cette petite scène qu'on a fait avec Rebecca, elle était incroyable. J'ai eu énormément de plaisir de tourner avec Olivier Dahan. Vraiment, et j'en suis très fière de pouvoir participer à ce film. Et donc du coup, j'en suis heureuse. C'est juste que c'est vrai que c'était douloureux. Et tu as été impressionné par le rôle d'Elsa Zilberstein, parce qu'elle incarne complètement dans les photos qu'on voit et dans ce qu'elle en parle. Alors moi j'ai pas vu. Mais elle a joué avec l'autre actrice. Alors moi j'ai absolument pas. Moi j'ai fait que en Hongrie, ça a été tourné seulement ce qui concernait la déportation. D'accord. Et moi j'ai pas du tout eu. J'ai lu le scénario et j'ai découvert Elsa en fait sur les images. Et à l'écran, tu as été de la voir comme ça. Bah oui, c'est une transformation. C'est toujours pour un acteur et pour les acteurs que nous sommes, c'est toujours un peu le nec plus ultra de changer. Ceci dit, si je vais te montrer des photos de nous, on est aussi pas mal transformés. Mais Elsa, je sais que c'était plusieurs heures et c'est quand même assez impressionnant. Elle a relevé le défi. Je dirais. Qui ça? Elsa Zilberstein. Elle a bien dans le rôle. Oui, ouais. Ils sont tous. Elles sont tous. Il y a trois Simone, enfant, Rebecca jeune et Elsa plus âgée. Et elles sont toutes les 3 super. Et d'ailleurs, les autres, Olivier Gourmet, tous, c'est un très beau film. Véronica, parmi les rôles qui ont marqué ta carrière, il y a Émilie Muller, et Vincent voulait poser une question. Alors j'ai eu un choc. Je suis désolé, Véronica. Parce que j'ai préparé un peu l'émission sur le tard dans le train en revenant de Séguet aujourd'hui, et je suis tombé sur un film qui m'a beaucoup marqué il y a maintenant plus de 20 ans, qui est Émilie Muller, qui je crois est un des... Je l'ai visionné, effectivement. Tu connaissais pas en tant que... alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, il s'est trouvé que je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand, donc dans l'antre du court-métrage, et on m'a dit, si tu veux t'intéresser au court-métrage, il y a 2 films à regarder. T'as cité tout à l'heure Chris Marker, qui sont La Jetée de Chris Marker, et Émilie Muller de... et Yvon Marciano. Et quand je te vois encore aujourd'hui, on est, j'ose pas dire le chiffre, je crois 28 ans après ce film, je retrouve Émilie Muller qui est devant nous. C'est un véritable chef-d'œuvre et qui justement pose beaucoup de questions quand j'écoute la discussion sur l'incarnation au cinéma. Est-ce que l'actrice est le personnage ou pas? Est-ce que le personnage est l'actrice, etc. Et je trouve que dans Émilie Muller, c'est un film qui marque le cinéma, qui continue, je crois, à être beaucoup montré dans les écoles de cinéma à cause de ça. C'est que tu joues un rôle véritablement culte, qui aurait peut-être dû te lancer dans une grande carrière, mais l'histoire a montré que dans le cinéma en général, commencer sa carrière par un rôle culte est plutôt bloquant, parce qu'on enferme la personne justement dans ce personnage. On ne sait pas si t'es Émilie, si t'es Véronica, etc. Et je voulais te demander un peu de revenir sur cette période de ta vie, je crois qu'on est en 93, 94, 93 quand tu fais ce film, et comment tu vis ça, comment se passe de ton côté toute cette expérience autour de ce court-métrage merveilleux, comment justement dans ce que tu évoquais sur le tournage du film sur Simone Veil, comment aussi tu reviens à une autre vie d'actrice où tu sors de Émilie Muller. Est-ce que tu t'es enfermé dedans? Est-ce que comment t'as vécu ça? Alors il y a 1 heure, c'est ça? Ok. Alors, en fait, moi, je suis arrivée à Paris en 91 parce que j'ai été reçue au conservatoire. Et j'ai toujours rêvé que du théâtre, et je pensais absolument pas que j'allais tourner dans des films.
Et à la fin de ma première année, il y a un agent qui vient me voir, qui me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de participer à un casting ?» C'est le premier rôle avec Philippe Noiret pour un film des années 30. J'ai dit « Bien sûr ». Je fais le casting, ça dure pendant des semaines, et en fait, on me choisit pour ce rôle, qui était à ce moment-là un truc énorme, même au conservatoire. Et il se trouve que ce film a été décalé pendant 6 mois parce que c'était un gros budget et financièrement il fallait monter le projet avec les Italiens et tout ça. Et pendant ces 6 mois, moi j'ai fait le casting pour Émilie Muller. Et Ivo Marciano, il a vu, je crois, 400 filles, tous les gens du conservatoire à Paris, machin et tout. Ça a duré des semaines. On est restés 3 et finalement il m'a choisi moi. Et c'était 1 mois de répétition. Donc j'allais pendant 1 mois tous les jours chez Yvon et on répétait. En fait, d'abord on a pris le texte pour que ça soit mes mots, donc on a transformé pour que ça soit assez fluide. Et après on filmait, on regardait, on filmait, on regardait. Donc pour moi c'était du théâtre. Il n'y a aucune improvisation. Ah, attends. Non, c'est pas ça. Donc, du coup, en fait, tout a été millimétré. Mais vraiment. C'est-à-dire, comme au théâtre, un bloc. Tu sais où tu vas tomber. Donc, sauf que, il y avait 2 choses. Je pouvais mélanger l'ordre des objets. Et deuxièmement, il pouvait me poser une question de surprise. Qui était absolument pas prévue. Mais tu savais qu'il pouvait y avoir une question surprise ou pas? Voilà, ça je savais. Alors, il se trouve que entre-temps, le Roi de Paris s'est remis en route et on allait tourner jeudi, vendredi au studio de Boulogne, studio mythique de cinéma en bois, Arletty, machin et tout, sur le plateau à jeudi, vendredi, Émilie Muller, et lundi, sur le même plateau, le Roi de Paris. J'ai attaqué le Roi de Paris 2 jours après. Donc j'arrive, je vais au premier étage, je raconte toujours cette histoire parce que je l'adore. Il y a 40 loges, on me dit, on n'avait pas d'argent en fait pour Émilie Muller. Donc on savait qu'il fallait tourner le truc au milieu de 12 minutes une seule fois. On n'avait pas la possibilité d'arrêter parce qu'on n'avait pas d'argent pour une autre prise. Je prends une loge comme ça au hasard, je me maquille, machin et tout, on travaille. Et vendredi, quand je reviens, il y a un monsieur qui tape un nom sur ma loge. Et j'arrive et je vois Véronica Varga. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, excusez-moi, mademoiselle, en fait, je prépare les loges pour le tournage de lundi. Et entre les 40 loges, il a choisi. C'est hallucinant, enfin, j'en revenais pas. Bref, donc on tourne le Émilie Muller. Et en fait, donc, je peux mélanger les objets. Et la question surprise, bien sûr, c'est quelle origine, vous savez. Alors, comme tout est mensonge, je me dis, je ne peux pas dire la vérité. Et la première idée que j'ai, mais ça va à 200 à l'heure, je me dis, je vais dire que je suis turque. Je dis, mais merde, si je dis que je suis turque, et là, la deuxième question, est-ce que vous pouvez dire quelque chose je suis cuite. Donc, du coup, je dis, je suis hongroise. Et bien sûr, est-ce que vous pouvez dire... C'est le seul moment de vérité, d'ailleurs, de tout le film. Non, mais en plus, je cite deux vers d'un truc tragique de Yoje Fotila, mais j'ai presque un fou rire parce que j'étais tellement déstabilisée que je me suis dit comment je vais retourner sur mes pattes, quoi. Mais est-ce que les coupes, changement de pellicule, c'était prévu ou ça permettait de faire un Si, c'est juste le truc de 12 minutes qui est au milieu qu'on pouvait faire une seule fois. Ok. Après, tout est monté au niveau de... Et c'est vrai que je n'ai jamais vécu ça. Ça veut dire qu'on l'a fait en 93. Je l'appelle mon petit métronome. Il n'y a pas de semaine sans que je ne reçoive pas de nouvelles d'Émilie Muller. Non, c'est vraiment un film culte. Et on mettra le lien, je pense, sur le lien de ces objets, une parodie, adaptation au théâtre. Non, puis ce noir et blanc est magnifique. Est-ce qu'il est connu en Hongrie? Parce que quand tu reviens en Hongrie, tu dis que tu galères pour t'intégrer parce que tu n'as pas suivi la voie classique. Pas tant que ça. Par exemple, en Russie, il est beaucoup plus connu. Internationalement, il est assez connu. Enfin, il est traduit, il y a les sous-titres en anglais sur YouTube. Ouais, mais il n'y en a pas en hongrois. Et d'ailleurs, les hongrois m'ont dit, parce qu'il y en a, par exemple, il y a des trucs, des sites de visionnage de 400, 500 000. Là, je reçois des trucs des nouvelles générations russes qui connaissent par cœur Émilie Muller, qui ont fait des doubles de films, des auditions, des machins. C'est d'autant plus intéressant, c'est que moi je l'avais vu et j'ai beaucoup vu avant de connaître la Hongrie, et je l'ai revu 25 ans plus tard
après connaître la Hongrie. Et je trouve que ce film est très hongrois dans sa poétique, dans sa philosophie, dans sa manière aussi du contournement. On est toujours dans la fourberie, le kish-kapou, etc. Alors que c'est pas toi qui as écrit le scénario, mais la dernière image est magnifique. C'est ça qui fait la différence. C'est le sac. Ce que je pense pour ce projet, en fait, ce film, c'est comme le premier projet. Dans les écoles d'architecture, il y a plusieurs professeurs qui disent, voilà, je suis très curieux, quel va être votre premier, peut-être pas le premier bâtiment, mais premier concours, premier projet, parce qu'en général, on est vierge, finalement. Ça reflète l'identité, quoi. Et en fait, moi ce qui est hallucinant, c'est que moi, quand je travaille à la FEMIS, ou ici, avec les jeunes, là, de l'équivalent de la FEMIS à SFS, j'ai fait ce film. Tous les jeunes le connaissent. Et quelquefois, les gens, ils m'écrivent comme si j'étais Émilie Muller, sa fille, ma jeunesse. C'est vachement pratique. Mais en fait, c'est hallucinant parce que j'ai l'impression que ça a figé le temps. Et alors, quelquefois, je dis, bah oui, mais c'est resté là. Alors, moi, on m'a posé la question parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que, par exemple, là, j'ai fait récemment, grâce à Pierre Richard, la connaissance d'un journaliste qui travaille à Bratislava et qui a fait plusieurs papiers sur moi, qui me suit et qui est devenu un ami, c'est Szabó László, et qui m'a dit cet été, il m'a dit, mais Véronica, est-ce que quand tu as vu ce film pour la première fois, est-ce que tu as mesuré? Et je lui ai dit, écoute László, j'ai jamais mesuré en fait. En quoi ça marche ce film? Parce que pour moi, c'est moi. Moi, je vois le travail qu'on a fait, je vois les trucs avec Yvon, ce qu'on a dit, mais j'ai jamais pu réellement comprendre pourquoi ça marche. Je pense que ma petite idée, c'est que comme je raconte et que l'autre qui reçoit imagine, ça fait travailler l'imagination. Et je pense que c'est ça que les gens adorent, c'est que finalement il y a quelque chose qui les fait bouger beaucoup dans leur tête. Et il y a ton naturel aussi, ça, t'as l'impression que c'est... Oui, mais ça c'est quelque chose qui me parle pas, moi. Oui, mais nous, ça nous parle. Ça nous a beaucoup parlé. Et c'est perturbant, 20, je vais pas dire de bêtises, on est combien? On est... quasi 30 ans après. 29 ans plus tard, de se retrouver devant Émilie Muller. Je te dire ça. Je pense que c'est ça. Merci Tiloche. Voilà, merci beaucoup Tiloche. C'est un style minimal, c'est-à-dire qu'on imagine, tout est derrière. C'est comme ce qui est brut, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'enrober les choses. En fait, toi, tu étais l'actrice, tac. Et en fait, c'est ça qui me plaît, par exemple, dans ce court-métrage. C'est que c'est direct, en fait. Tout est brut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va rendre l'antenne. Donc, merci beaucoup Véronica. à toi, Véronica, d'avoir été avec nous. Donc, vous écoutiez l'émission Mauvaise Onde. On se retrouve dans 2 semaines, peut-être sur une émission sur la jeunesse hongroise. Et avant ça, jeudi soir, Aurora. Grosse fête, Tiloche. Venez nombreux. Donc, nous avons eu avec nous, bien sûr, la comédienne Véronica Varga, Roman Cariou qui nous a parlé du temps, merci beaucoup. La comédienne Roman Cariou qui travaille sur la décroissance avec Vincent Liéger. Vincent Liéger qui est essayiste sur la question de la décroissance, merci Vincent. Merci. Daniel Pseni, ancien journaliste au Monde. Merci à vous. Joël Lepavou, journaliste français à Budapest. Voilà, c'est tout. Et Corentin Léotard, également journaliste français à Budapest. Et déjà rédacteur chanteur de karaoké au soirée Tilo jeudi soir. Et abonnez-vous au courrier d'Europe Centrale quand même. Soyez sympa. Chanteur de karaoké au soirée Tilo jeudi soir. Et abonnez-vous au courrier d'Europe Centrale quand même. Soyez sympa. Donc vous avez écouté les chroniques spatiales de Fabien qui bientôt seront des chroniques culturelles. Un bloc-notes. Voilà. Et au micro Guillaume Carré. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci Véronica. À dans 2 semaines. Ciao. Au revoir. A következő megálló Egyenes labirintus.
Thank you.